Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et comme tous les jours, Franck Ferrand s'est inspiré pour le thème de cette émission de vos demandes, chers auditeurs. Bonjour Franck. Oui, bonjour Céline, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Nathalie, 39 ans de Cergy-le-Haut, et Johan, 24 ans de Suisse romande, qui nous suggèrent de rouvrir le grand dossier de la sorcellerie. Je pense qu'elles ont bien fait, si j'en crois les messages qui affluent sur Twitter et Facebook depuis quelque temps. Je le fais d'autant plus volontiers que Michel Carmona a bien voulu m'accompagner sur ce terrain dont je disais à Wendy il y a un instant qu'il était pour le moins sulfureux. Et pour nous mettre en appétit, si je puis dire, je vous propose de revivre tout de suite la terrible affaire du pays de Labour. On est à la toute fin du règne d'Henri IV. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Marie. Elle voudrait connaître l'origine de la rose comme emblème du Parti socialiste. Oui, un emblème qui, d'après ce que j'ai cru voir à la télévision à propos de l'université d'été de La Rochelle l'autre jour, est en train d'évoluer. Mais enfin, on en dira un mot tout à l'heure. Pour le moment, ce sont les épines qui nous attendent et non la rose elle-même du côté du pays de Labour. On est au Pays Basque, en fait. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes, je vous le disais, au tout début du XVIIe siècle, du côté du Pays Basque, dans ce qu'on appelle le pays de Labour. Alors ce pays de Labour, c'est à la frontière de 3 royaumes à l'époque. Bon, le royaume de France évidemment, le royaume de Navarre, et puis on a l'Espagne qui est juste là. Ça rassemble une quarantaine de communes autour de Bayonne, Biarritz, Urugne, Sarre, etc. Un pays à la géographie variée. Vous avez bien sûr l'océan Atlantique à l'ouest, et puis des paysages de campagne vallonnés vers l'est, avec la Rhune comme point culminant, à pas loin de 1000 mètres, 905 mètres exactement. C'était la promenade préférée de l'impératrice Eugénie, ça beaucoup plus tard. Mais pour revenir à l'époque qui nous intéresse, c'est une région qui est encore relativement peu peuplée, 30 000 habitants en pays de Labour. On est en 1608, il faut pas oublier qu'on est dans une période où la région est ardemment catholique, et cependant au milieu de ce véritable creuset, de ce berceau du catholicisme, se trouve pas mal d'hérétiques, comme on disait à l'époque. L'hérésie fleurit, nous disent un certain nombre de chroniqueurs. Alors, à l'origine de tout ça, il y a un événement. Il faut que vous imaginiez une foule de fidèles réunis dans la paroisse d'Ax. Dax, ça s'écrivait à l'époque ACQS. C'est l'actuelle ville de Dax, tout simplement. Enfin, c'est juste pour être tout à fait exact, juste à côté. Soudainement, une quarantaine des fidèles se trouvent pris d'une espèce de crise, un peu comme si c'était des crises d'épilepsie, si vous voulez. Leurs corps sont secoués de convulsions, ils se tordent de douleur sur le dallage de l'église, et au milieu d'eux, d'autres paroissiens se trouvent peu à peu également pris d'un mal étrange. Ils se mettent, il y en a même, dit-on, il faut toujours faire preuve d'une grande prudence dans ces affaires, parce que ce que nous le savons par des procès, par des procès-verbaux, dont certains sont écrits évidemment un peu à l'emporte-pièce. Mais enfin quand même, on nous dit qu'il y en a qui se sont mis à aboyer, à hurler à la mort sous les voûtes de l'église, etc. Un peu comme des bêtes sauvages. Il y en a même, dit-on, qui auraient sauté sur les gens et même qui auraient couvert des enfants de morsures. Vous voyez un peu oui, je vois que ça vous plaît, ça, Céline. Ça espèce de scène d'hystérie collective. Ça fait bien sûr tout de suite jaser dans la région. Il faut vous dire que dans cette région, on est habitué à entendre parler pas mal de sorcellerie. C'est loin d'être la première fois, évidemment. 40 ans plus tôt, environ, en 1567, une jeune femme, elle s'appelait Stébène de Cambru, avait admis avoir participé à des messes noires à plusieurs reprises. Elle avait été brûlée, bien entendu, non seulement elle, mais les complices de ces espèces de messes noires. Et puis, quelques années plus tard, en 1576, une affaire encore plus terrible, le lieutenant criminel Boniface de Lasse avait recueilli le témoignage de la jeune Marie de Coropic, qui avait reconnu s'être rendue elle-même au sabbat des sorcières. Alors là, on entre dans toute la mythologie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que il faut bien sûr que ces sorciers, ces sorcières passent un pacte avec le diable. On va voir dans quelles conditions dans un instant.
En l'occurrence, la Marie en question, elle aurait participé au sabbat. C'est là, nous dit Maurice Garçon, vous savez, le grand avocat, maître Maurice Garçon, qui a étudié cette affaire, il nous dit c'est là qu'elle aurait vu le diable en grand seigneur vêtu de noir, qui lui avait donné un pot rempli de crapauds et d'araignées écrasés, pilé avec de la poudre, et lui aurait ordonné de répandre cet affreux produit dans les champs pour faire mourir le bétail. Et au bourg d'Iravitz, nous dit maître Garçon, elle avait étranglé un enfant, puis en avait placé le corps entre ses parents endormis pour qu'ils s'accusent l'un l'autre de l'avoir étouffé. Vous voyez comme c'est sympathique tout ça. Elle avait fourni au passage, parce qu'on l'a interrogé, quand je dis interrogé, vous imaginez à chaque fois les tortures bien entendu, elle avait fourni le nom de 40 personnes rencontrées au sabbat. Toutes ont été exécutées le 2 octobre 1576. La date n'est pas innocente. Vous voyez qu'on est là à la toute fin des guerres de religion et bien entendu, les bourreaux avaient la main, si je puis dire. C'est-à-dire que brûler des gens, c'était devenu un peu une habitude par tout le royaume, mais notamment dans ces régions, dans ces poches de sorcellerie. Et voilà donc que en 1608, les sorcières réapparaissent. Le pays de la bourre est de nouveau secoué. Alors c'est à Saint-Jean-de-Luz, cette fois, qu'on condamne une certaine Marie Bonne. Et au moment où on va la conduire au bûcher, il y a plein de gens qui se déclarent en sa faveur, qui disent mais non, elle porte bien son nom, cette Marie Bonne, c'est une bonne personne, etc. Et on voit le peuple qui prend fait et cause pour la pauvre fille, qui accuse les juges de l'avoir forcée aux aveux, etc. Elle sera cependant exécutée. Mais il y a eu de tels troubles que du coup, parmi les autorités, on finit par se poser des questions et on est un peu terrorisé à l'idée d'avoir à prononcer de nouvelles condamnations. On ne veut surtout pas affronter la colère de la foule. C'est important ça, parce qu'évidemment, au moment où survient l'affaire de la paroisse d'Ax, d'une part, on se demande si toute la population locale ne serait pas possédée du démon, ça c'est certain. Mais d'un autre côté, on se demande aussi si c'est vraiment habile de continuer les procès et de continuer les condamnations. Ce qui fait que la justice locale va se montrer relativement modérée sur cette affaire. Ben oui, mais il y a un personnage qui, lui, a les sorcières en horreur. Il est même complètement obsédé par ça. Vous savez des gens qui font comme ça, une espèce de fixation. Ben, c'est le bonhomme en question, c'est le seigneur de Saint-Pé, donc c'est un petit aristocrate local, il a pignon sur rue, si je puis dire, et lui, il est totalement révulsé contre les sorciers, les sorcières, les histoires de sorcellerie, etc. Ça le passionne, ça l'obsède. Il va se rendre à Bordeaux, figurez-vous, pour y porter ses doléances. Il affirme que les sorcières ont carrément pris possession de la région, qu'il faut absolument intervenir et que les juges locaux ne sont plus capables de le faire. Alors, puisque l'on n'est plus capable de mettre fin à toutes ces possessions, à tous ces débordements, il faut que le Parlement d'Aquitaine, le Parlement de Bordeaux, désigne des juges et les envoie sur place parce que vraiment, dit-il, ça n'est plus possible. Il ne faut pas oublier qu'on est au début du XVIIe siècle. On est dans cette période où l'administration d'Henri IV est en train de se resserrer. Il y a un maillage du territoire, si vous voulez. Et notamment, ce qu'on voit qui est assez spectaculaire à cette époque, c'est la remontée des informations. Ce qui fait qu'on va bientôt être au courant à Paris de ce qui se passe. Et le roi Henri IV lui-même va envoyer un émissaire auprès du Parlement de Bordeaux et va désigner des juges. Il désigne des magistrats. Jean d'Espeignet, qui donc est président d'une cour à Bordeaux, et Pierre de Lancre, qui est son conseiller. Des lettres patentes sont donc octroyées à ces deux personnages, leur donnant un pouvoir discrétionnaire pour juger. Et alors là, je cite la lettre de patente du roi lui-même: jusqu'à condamnation à mort et exécution inclusivement, nonobstant opposition ou appel. Ça, c'est quand même fort. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le domaine de la justice retenue. Le roi, depuis Paris, a déjà jugé et il exige qu'on se montre d'une très grande dureté à l'égard de ceux qui auraient pu se livrer à des activités de sorcellerie. Voilà ce que nous dit maître Maurice Garçon. Le pouvoir ainsi donné à ces magistrats itinérants était si exorbitant que le Parlement de Bordeaux fut effrayé et tarda à enregistrer. Le 18 février 1609, le roi réitéra ses lettres patentes, on enregistra donc, et le 27 juin 1609, la municipalité de Bayonne fut avertie du départ des magistrats. Cette fois, on voit se mettre en route la machine judiciaire.
En réalité, pour tout vous dire, ce n'est pas D'Espénier qui va s'occuper de cette affaire, c'est le conseiller Pierre Delancre qui lui a tout le temps de s'en occuper, qui n'est pas nommé à d'autres missions. Il a 56 ans et il va faire de cette affaire de sorcellerie la grande affaire de sa carrière. Sur Europe 1 de Paul Ducasse. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'affaire de la Bourre. Oh, c'est bien gentil, l'apprenti sorcier. Nous, les sorciers auxquels on a affaire, sont nettement moins amènes, inutile de vous le dire. Alors, il faut que je vous parle un peu de ce bonhomme-là, ce Pierre Delancre. Il était né en 1553, c'est-à-dire que je vous l'ai dit, il a une bonne cinquantaine. Il est issu d'une très bonne famille, évidemment. Il est conseiller au Parlement. Il a fait son droit à Turin, en Italie. C'est important, ça d'ailleurs, parce que avant de devenir conseiller au Parlement de Bordeaux en 1582, il avait fréquenté l'Italie et en Italie avait été amené à se rendre compte des dégâts de la sorcellerie. Il a épousé la petite nièce de Montaigne, on est dans les milieux parlementaires bordelais, il avait épousé la petite nièce de Montaigne en 1588, Jeanne de Mons, son nom. C'était, nous dit Philippe Erlanger, un homme galant, cultivé, disert, assez fat, c'est-à-dire un peu imbu de lui-même, un peu vain, auquel le monde n'avait pas marchandé les succès, qui savait manier un style vif et piquant, qui jouait du luth, aimait la danse, enclin à la gaieté, chose rare chez ses magistrats, nous dit Philippe Erlanger, il était aussi amateur de femmes. Ah, ça a pu jouer aussi cette histoire. On se demande pourquoi c'est lui qui donc a été désigné. Eh bien parce que, je vous l'ai dit, il avait été en Italie au contact des sorciers, des sorcières de la sorcellerie. Il avait notamment rencontré un certain Porta, l'auteur d'un ouvrage très célèbre, Magie naturelle. Lors d'un passage à Rome, nous dit Maurice Garçon, on lui avait même révélé la puissance du démon en lui montrant chez un apothicaire, c'est-à-dire chez un pharmacien à l'époque, une jeune fille que le diable avait pendant quelques mois changée en gros garçon. Vous imaginez, il y avait de quoi être impressionné, évidemment. En matière de sorcellerie, il avait tout lu et il croyait à tout. En 1608, il avait été le rapporteur dans le procès de Legis Rivasso et de sa maîtresse, Jeanne Perrin, ce qui lui avait donné d'être témoin d'un fait extraordinaire. Il avait obtenu, au cours de l'instruction, de désensorceler la fille. Mais le diable avait, pour prix de son départ, exigé 2 de ses orteils. Or, 6 mois plus tard, il avait pu constater que les orteils avaient séché et qu'ils étaient tombés. Parlant de l'encre, un auteur a dit que sa bonne foi atteignait la naïveté et sa dévotion l'illuminisme. Ça, c'est assez étonnant. Parce que si vous regardez ce qui se passe dans cette affaire de la Bourre, vous vous rendez compte que, d'une part, le brave seigneur qui est allé tout dénoncer au Parlement de Bordeaux, lui-même, se trouve être complètement obsédé par la sorcellerie. Et celui qui va être amené à en juger, celui qui est nommé sur place, ce Pierre Delancre qui va devoir instruire le procès, mener les interrogatoires, aller jusqu'à condamnation et exécution comprise, si l'on en croit la lettre patente du roi, lui-même est un homme passionné de sorcellerie, qui estime avoir perdu 2 orteils, vous me direz on s'en remet, mais enfin quand même, il a perdu 2 orteils parce que le diable lui avait jeté un sort, etc. Vous voyez qu'il est d'une crédulité invraisemblable, il croit à la sorcellerie dure comme fer. Je serais presque tenté de dire qu'il y croit plus que les sorciers eux-mêmes. Alors, la chance que nous avons, c'est que ce témoin, un petit peu original, c'est le moins qu'on puisse dire, ait laissé un récit sous forme de livre qui s'appelle « Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons ». Rien que le titre, vous avez tout de suite compris. Et il y révèle qu'à l'époque où il est en train de s'approcher du pays de la Bourre pour accomplir sa mission, nous disons, dit-il, que tout au commencement et comme à l'entrée du pays, Satan nous guetta comme de guet-apens pour éluder notre commission. 2 informations sur cette petite phrase. D'une part, il estime bien qu'il est en commission, c'est-à-dire qu'on a affaire quand même à une justice dans le moins qu'on puisse dire et qu'elle est totalement pilotée, elle est rendue d'avance. Et puis deuxièmement, non seulement il y croit, mais il est convaincu que le pays dans lequel il est en train de s'enfoncer est un pays en proie au diable, en proie à Satan, que les sorciers sont là et l'attendent d'une certaine manière. Alors,
évidemment, on parle aujourd'hui beaucoup de sorciers. À l'époque, on parlait surtout de sorcières. On disait, c'était la tradition, qu'il fallait compter 10 000 sorcières pour un sorcier. Vous imaginez ? Roland Villeneuve décrit les suppôts du diable, il les décrit abandonnées, donc ces femmes, ces sorcières, abandonnées par l'amant qui les avait engrossées, trop indépendantes pour se plier aux conventions de la société normale, trop laides et trop âgées pour que l'on continuât à les y tolérer. Les sorcières formaient un troupeau disparate de femmes aigries, de refoulées, de lesbiennes, de mystiques, de folles. Curieux amalgame de la part de cet auteur. Leur comparse masculin, nous dit-il, leur rendait bien des points. Empoisonneuses et prêtres perdus de mœurs trouvaient d'excellentes raisons pour se donner la main. Il est certain, en tout cas, je ne vais pas ramener mes souvenirs personnels sur le tapis, mais moi qui ai été élevé dans le Poitou, qui ai connu les campagnes poitevines il y a quelques décennies maintenant, je peux vous dire que j'ai entendu parler, j'ai vu un tout petit peu, mais j'ai surtout entendu beaucoup parler de sorciers, de sorcières et de sorcellerie. Ça fait partie de la vie locale, si je puis dire. Et quand on voit ce que ça peut être à l'époque, à la fin du XXe siècle, on imagine ce que ça pouvait donner au début du XVIIe siècle, bien entendu. Il ne faut pas oublier en plus que le pays de la Bourre est un pays de pêcheurs. Donc, des hommes qui notamment vont pêcher la morue sur les bancs de Terre-Neuve, ce qui fait qu'ils sont absents presque la moitié de l'année et que ce sont des sociétés extrêmement féminines et qu'évidemment, pour peu que vous ayez 2 ou 3 esprits forts parmi ces femmes dans les communautés villageoises, eh bien entendu, tout ça prend un peu de force. Voilà ce que nous dit d'ailleurs notre juge. Il dit que les gens sur place n'aiment guère leurs femmes, ne les connaissent pas bonnement parce qu'ils ne les pratiquent que la moitié de l'année et pour leurs enfants seulement, la liberté qu'ils prennent d'essayer leurs femmes quelques années avant de les épouser et les prendre à l'essai fait qu'ils ne leur touchent guère le cœur, si bien qu'elles deviennent sorcières et endiablées et que eux reviennent sauvages et marins. Voyez un peu l'ambiance, si je puis dire, une ambiance pas très saine quand même que celle de ce pays de la Bourre en cette année terrible 1608. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou #ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'affaire de sorcellerie du pays de la Bourre. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revivons avec vous, Franck Ferrand, la terrible affaire du pays de la Bourre. Alors, on dit que l'enquête de Monsieur de l'Ancre a commencé à l'église. Il s'était rendu à l'office de la paroisse de Cambo, que connaissent bien les amoureux du Pays Basque, évidemment. Et c'est là, au moment, il est avec un procureur du Parlement de Nérac, et c'est là, au moment de l'Eucharistie, qu'une femme vient se placer derrière eux pour murmurer une incantation maléfique à leurs oreilles. Barabam, barabam. C'est ce qu'il a entendu, notre brave homme. Sortilège ou mascarade, peu importe. Évidemment, elle est immédiatement interpellée. Et dans la foulée, on publie sur le fronton de toutes les églises des monitoires. Les monitoires, ce sont des mises en demeure pour l'assemblée des fidèles, enjoignant la population de dénoncer quiconque toucherait d'une manière ou d'une autre au sortilège. Les monitoires en question étaient également prononcés en chair par les prêtres, qui demandaient tout simplement à leurs fidèles de dénoncer le voisin, pour parler clair. C'était un appel à la délation. Alors, vous imaginez, quand vous commencez à demander aux gens d'aller dénoncer les voisins, ça, évidemment, ça marche à toutes les époques. Les témoignages commencent à affluer, bien entendu. Le but aussi, c'est de prendre les devants, parce que si vous dénoncez le voisin, vous êtes, a priori, c'est un gage de bonne vie et mœurs, n'est-ce pas ? Donc, pour pas finir soi-même sur le bûcher, on a tendance à dénoncer ceux ou celles dont on sait qu'ils pratiquent des choses un peu étranges. Philippe Erlanger raconte qu'un témoin était regardé comme digne de foi à partir de l'âge de 8 ans. Ça vous donne une idée, entre parenthèses, de la validité de ce genre de témoignage. Un des principaux témoins de l'affaire, c'est une mendiante de 17 ans. Elle s'appelle Margarita, mais on l'appelle la Murgui. Et elle va confesser aux magistrats qui sont là, évidemment, qui font tout noter par le greffier, vous imaginez bien. Elle va confesser avoir participé pendant plusieurs années à des messes noires.
et elle dépeint tout ça avec une précision absolument démoniaque, si j'ose dire. Voilà ce que dit Maurice Garçon. Murgui découvrait tous ceux qu'elle prétendait avoir vus au sabbat. Pour les autres, elle savait les reconnaître à ce qu'ils portaient à l'œil gauche une petite tache semblable à une patte de crapaud. Ah, ben voilà. C'est à ce signe notamment qu'elle reconnut les sorcières de Biarritz. L'encre essaya de voir la tache sans pouvoir bien lui-même la distinguer, mais il parut que sa collaboratrice avait raison, puisque les personnes désignées avouèrent leur culpabilité. Ah ben oui, il faut vous dire aussi que le mode d'interrogatoire de l'époque facilitait singulièrement les aveux. Vous imaginez un peu les tortures auxquelles on soumettait les malheureux. Notamment, il y avait la question de la présence de la marque. Vous savez, ça c'était la grande affaire. La marque satanique, parce qu'on disait que le diable, au moment où il passait le pacte avec le sorcier ou la sorcière, posait les doigts, et à l'endroit du corps où le diable avait posé les doigts, on devenait totalement insensible. Alors qu'est-ce qu'on faisait ? Pour découvrir la marque, un chirurgien barbier rasait d'abord tout le corps et puis on enfonçait des aiguilles dans les endroits suspects. Alors d'abord il fallait bander les yeux de la patiente, et puis il y avait l'interrogateur, le bourreau, je sais pas comment dire, ou le magistrat, avait en vérité deux aiguilles, une première qu'il enfonçait n'importe où, et une autre qu'on enfonçait immédiatement, parce que la première, on pouvait imaginer encore que la personne réagisse, fasse semblant d'avoir mal, mais la deuxième, ça venait tellement vite qu'évidemment, elle n'aurait pas pu réagir d'elle-même. Alors, on faisait ces espèces de tortures épouvantables. Ça veut quand même dire qu'on vous collait des aiguilles un peu partout dans le corps. C'était épouvantable. Évidemment, il fallait que le suspect réagisse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était presque donné. Maurice Garçon raconte: comme la puissance des sorciers leur vient de la terre dont le centre est la région des flammes infernales, on les saisissait par surprise, on les soulevait de terre, puis on les plaçait dans un panier dont les anses étaient accrochées à un bâton que deux hommes portaient sur l'épaule. Le sorcier ainsi était conduit à la prison, suspendu comme un lustre. Alors bien entendu, on va énormément arrêter de gens. Plus on en arrête, plus sous la torture, ils annoncent d'autres personnes, etc. Et ça va finir par faire un monde fou, cette histoire, bien entendu. Il y a de plus en plus de suspects qui sont arrêtés. Alors, combien y a-t-il eu de sorcières et de sorciers brûlés dans cette affaire du pays de Labour? De mai à novembre 1609, certains ont dit qu'on ne pouvait parler de plusieurs centaines de condamnés. En fait, si j'en viens à l'ouvrage de Brian Levac, si je lui fais confiance, et le moins qu'on puisse dire est qu'il est le grand spécialiste de la question, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « La grande chasse aux sorcières en Europe au début des temps modernes ». Il dit: on a longtemps cru que la chasse aux sorcières dans le pays de Labour, où l'on parlait basque, dans la France du début du XVIIe siècle, avait donné lieu à plus de 600 exécutions. Mais aujourd'hui, on sait que le chiffre réel tournerait plutôt autour de 80. Oh, bah vous allez me dire, on n'a jamais fait que brûler 80 sorciers. À prendre au second degré, évidemment. Bonjour Michel Carmona. Bonjour. Vous connaissez mieux que quiconque ce début de XVIIe siècle et vous allez essayer de nous aider à y voir plus clair dans ces affaires de sorcellerie. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et c'est la sorcellerie qui est au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Michel Carmona, historien, auteur notamment des Diables de Loudun, sorcellerie et politique sous Richelieu aux éditions Fayard. Nous avions fait pour la télévision une émission d'ailleurs sur les possédés de Loudun. C'était une histoire assez épouvantable aussi. On est toujours à peu près à la même époque, c'était un tout petit peu plus tard en l'occurrence. Ce qu'il faut dire, c'est que les questions de sorcellerie, etc. ont duré très longtemps. On a jugé et condamné des gens pour sorcellerie en France jusqu'à une époque relativement récente, hein, Michel Carmona, il faut le dire. Jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, malgré une décision royale, une ordonnance prise par Louis XIV en 1672, sous la pression de Colbert, qui interdisait au Parlement d'instruire les affaires de sorcellerie.
il y a certains parlements qui ont considéré qu'il fallait passer outre et on a continué à condamner. Et puis ça s'est petit à petit arrêté. C'est d'ailleurs intéressant au début du XVIIIe siècle. De voir qu'au milieu du règne de Louis XIV, dans les années 1680, on essaie de requalifier tous ces procès. C'est-à-dire que la volonté de clarté, la volonté de rationalité sont telles que on essaie de faire passer les procès en sorcellerie pour des procès en hérésie. D'une certaine manière, le but est de parler le moins possible de sorciers et de sorcières. Hein. Parce qu'il y a eu trop de scandales, et en particulier le scandale de Loudun, où beaucoup de gens dans les milieux de la haute administration, de la bonne société parisienne, ont tout bonnement accusé Richelieu d'avoir manipulé toute l'affaire pour se débarrasser d'un adversaire politique, le curé de Loudun. Alors tout ça, ça a laissé des traces, et du coup, effectivement, on dit le combat n'est pas contre la sorcellerie, le combat est contre Satan, bien entendu, mais contre le Satan qui inspire l'hérésie. Et d'ailleurs, déjà dans l'affaire de Loudun, on le voit, on fait des exorcismes, on fait des interrogatoires en public, et on dit aux protestants de la ville de venir assister pour leur montrer comment l'Église catholique est capable de mater et de dominer Satan. Et donc les procès continuent avec effectivement, comme vous venez de le dire, un prétexte, une justification qui est la lutte contre l'hérésie, sous-entendu l'hérésie protestante, parce que le fait de pouvoir voir Satan obéir dans les exorcismes aux injonctions du roi ou à l'Église catholique, c'est une preuve de la supériorité de l'Église catholique, y compris contre le diable. Alors donc effectivement, ça se poursuit avec cet argument-là. Pourquoi le phénomène est-il essentiellement féminin, comme je disais tout à l'heure? On voit surtout des sorcières et relativement peu de sorciers. C'est quelque chose qui a toujours beaucoup interpellé les historiens, et parmi eux, l'un des plus grands à la fin du XIXe siècle, Michelet. Et Michelet en a tiré la conclusion que, en fait, il s'agissait en quelque sorte d'une contre-religion, mais d'une contre-religion féminine, parce que ça permet aux femmes d'avoir une soupape dans une société qui ne leur laisse aucun droit. Elles sont mineures, elles sont soumises à la puissance paternelle, puis après maritale, et elles n'ont vraiment que le droit d'engendrer, de faire des enfants, de disparaître. C'est une marchandise comme une autre. Et donc, il y a une révolte des femmes. Alors, cette révolte, elle est sous-jacente. Elle s'exprime plus facilement dans des endroits comme le pays de Labour, où il y a beaucoup de pêcheurs, beaucoup d'hommes qui sont absents pendant des mois et des mois et des mois et des mois, et qui, effectivement, comme on l'a dit, une communauté très féminine. Alors, on est là, on est tout seul, qu'est-ce qu'on fait? Alors, actuellement, on s'ennuie, mais on veut se venger des hommes en même temps. Et donc, on pratique une contre-religion, qui est exactement le reflet inverse de la religion catholique. On dit la messe, mais la messe noire. On se signe, mais on fait le signe de croix à l'envers. On ne baisse pas la main du curé, on baise le derrière du diable. Enfin, tout est fait exactement à l'opposé de la religion catholique, et c'est une forme de protestation extrêmement forte. Alors, pour les traqueurs de sorcières, les chasseurs de sorcières comme de l'Ancre et comme ses collègues magistrats, le fait que le diable s'attaque à des femmes, de préférence s'attaquer aux hommes, c'est parce que les femmes, chacun le sait, c'est des êtres inférieurs. Voilà. Elles n'ont pas de sens par elles-mêmes, elles n'ont pas d'autonomie, elles ne peuvent pas juger. Oui. Complètement convaincues. Alors c'est un dogme d'auteur en auteur, on le répète. Et alors évidemment, ces femmes, elles sont corrompues par un homme. Voilà. Et dans l'affaire du pays de Labour, de l'Ancre est convaincu que la totalité du pays de Labour est corrompue, mais par la faute de qui? Par la faute des curés. Et les responsables, c'est les curés, parce que eux, ils ont autorité sur les esprits féminins faibles, crédules, faciles à dominer. Parce qu'ils n'ont pas fait leur travail ou parce qu'ils ont été les agents du diable? Ils sont les agents du diable. Eh oui. Alors, pourquoi est-ce que les curés font ça? Évidemment, on le dit sans trop le souligner, parce qu'ils ont envie de s'envoyer les femmes. Hein, voilà. C'est tout simple. Et donc, les emmener sans les maris, ou seulement avec quelques hommes complaisants qui sont d'accord pour participer à ces bacchanales. Oui, c'est ça, ces orgies sataniques. Des orgies, c'est partout. Bref, donc il les persuade qu'il faut effectivement venir. Il leur explique qu'elles vont pouvoir voyager grâce à des sortilèges sur le fameux balai ou un bâton quand on n'a pas de balai sous la main. Et ensuite, c'est bien pratiquer ces messes noires qui vont leur donner des grands pouvoirs par ailleurs. C'est ça qu'on appelle le sabbat des sorcières? Le sabbat, c'est exactement ça. C'est la réunion des sorcières
qui se passe alors dans les pays qui sont très très infestés de sorcellerie, qui se passe 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. C'est très fréquent. C'est un rite qui est presque aussi régulier que la messe dominicale à l'Église catholique. Alors le sabbat, c'est un endroit Donc ça ne doit éloigné. pas passer inaperçu. On peut comprendre qu'il y ait des rumeurs, etc. Eh oui, et d'autant plus que les femmes qui s'y rendent, évidemment, elles sont bavardes. Elles se confient à la voisine, à la copine, en lui disant « T'as pas été au sabbat, tu sais pas ce que tu rates, c'est formidable, c'est sensationnel. Et si tu veux, si tu es gentil avec moi, je t'y emmènerai la prochaine fois, si le sorcier le veut bien. » Alors donc, effectivement, on va présenter la future candidate au sabbat au curé. Et c'est le curé qui va lui dire « Voilà, il faut que tu signes un pacte, le diable va rentrer en toi, va poser tes doigts sur toi et imprimer cette fameuse marque que les magistrats traquent. Et c'est ainsi que l'on apporte des nouvelles candidates au sabbat. » Alors en parlant de cette affaire terrible du pays de la Bourre, j'ai fait exprès, moi, d'être relativement ironique et de prendre ça tout à fait au second degré. Mais la grande question qui se pose, la première, ça pose beaucoup de questions, mais déjà, procédons par ordre. La première question, c'est de savoir si l'on est en face d'un véritable phénomène ou d'un phénomène fantasmé par les magistrats qui s'en occupent. Le phénomène est certainement véritable. C'est très important de le dire. Mais bien sûr, ce n'est pas uniquement des imaginations. Il y a une part d'imagination. On en rajoute, disons, ensuite. Oui, on en rajoute. Il y a une part d'imagination et on ne sait pas trop ce qui se passe exactement, mais on soupçonne qu'il y a effectivement du fantasme. Mais il y a quand même une base qui est une base de réalité, c'est-à-dire des réunions, c'est-à-dire des joyeux amusements la nuit dans des coins reculés de la campagne. Et il y a effectivement des rites. Alors, les rites, ils existent depuis la nuit des temps. Je veux dire, on est là toujours dans un monde, il n'est pas le nôtre. Et pourtant, Dieu sait que nous, aujourd'hui aussi, nous sommes superstitieux et nous pratiquons des rites. Et nous avons encore tellement d'expressions, se lever du pied gauche, par exemple, tout le rite sur le pain, on ne coupe pas le pain à table, enfin, nous en connaissons. Nous il y en a des quantités. Connu des rites de ce genre. Et les sociétés humaines ont toujours pratiqué des rites de toutes sortes face à l'hostilité de la nature, parce que c'est ça qui est important. Nous, la nature, on a le sentiment qu'on en fait, un sentiment un peu fallacieux, qu'on en fait un peu ce qu'on veut. Mais pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, on a été esclaves des caprices de la nature. Alors, vous avez la vendange qui s'annonce très belle, et puis, pof, 48 heures avant, voilà un orage de grêle qui vient. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et comment on fait pour ne pas avoir la grêle ? Et ça, c'est très important parce que ce que vous nous dites, c'est que cet irrationnel que l'on voit exploser littéralement dans tout le phénomène d'une sorcellerie beaucoup plus étendue d'ailleurs que ce qu'on pourrait bien penser aujourd'hui, il existe aussi en version positive, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des processions pour appeler à la pluie, après tout, la différence n'est qu'une différence d'intention, mais il y a la même crédulité foncière. C'est très... Exactement, et d'ailleurs, l'Église catholique, en s'implantant en France, en Europe occidentale, a bien compris qu'il fallait s'approprier un certain nombre de rites fondamentaux qui sont très anciens, le paganisme, qui sont très anciens, parce que c'était le meilleur moyen de gagner petit à petit les populations des campagnes, petit à petit, et je dois dire incomplètement, comme le montrent bien les affaires de sorcellerie comme celle du Labour. Alors ces rites dont vous parlez, c'est la deuxième question qui saute à l'esprit. Est-ce qu'ils sont formalisés quelque part ? Est-ce qu'il y a une sorte de catalogue des rites ? Alors il y a un catalogue des rites qui se fait, pas qui se propage, mais qui s'établit. Alors par exemple, de l'Ancre a été en Italie. Il a eu connaissance d'affaires qui se sont passées, d'affaires de sorcellerie dans la région du Frioul. Et il y a un magistrat comme lui, un peu plus âgé que lui, qui a établi de façon rationnelle, parce qu'on est des êtres de raison à cette époque. Bientôt va venir Descartes, mais les gens, ils sont comme Descartes déjà maintenant, ou comme Montaigne. Alors on fait le catalogue et on établit justement la série des rites. Et on demande aux sorcières, est-ce que vous avez voyagé au sabbat ? La pauvre répond oui, que ça soit vrai ou pas vrai. Et vous êtes allé comment ? Sur un balai ? Non, juste sur un bâton, parce que je n'avais pas de balai sous la main. Et puis là-bas, qu'est-ce que vous avez fait ? Et elles répondent au catalogue. Alors pour le magistrat qui est là avec, si je vais employer un mot en anglais, pardonnez-moi, mais avec sa checklist. Oui. Voilà. Il est comme un pilote d'avion. Il pose des questions, il check. Allez, vous êtes bonne, ça y est, c'est terminé. La chasse à la sorcière que j'ai devant moi, elle est terminée, elle est coupable. Elle a reconnu des faits.
Et il y a des gens très, très, très sérieux. L'un des plus sérieux, c'est un prédécesseur de Delans qui s'appelle Jean Bodin. Alors, on connaît Jean Bodin parce que c'est le premier économiste français. Il n'est de richesse que d'homme. Il n'est-ce est de pas richesse que d'homme. Quelle vérité d'ailleurs. Et Jean Bodin, il fait un livre qui est beaucoup moins passionnant sur le plan économique, qui s'appelle La démonomanie des sorciers. Alors, il dit, bon, on va regarder si la sorcellerie existe. Alors, il prend des interrogatoires passés par des magistrats. Lui n'est pas magistrat, c'est un juriste. Et il dit, on voit une extraordinaire concordance. Donc, ça veut bien dire que ça existe. Puis il dit, deuxièmement, on voit qu'il y a des descriptions qui sont identiques depuis les origines de l'Ancien Testament. Et puis ensuite, le Nouveau Testament. Jésus guérit une possédée. Donc, vous ne pouvez pas nier que Satan est là. Et vous ne pouvez pas nier que Satan possède des gens, leur fait faire des gestes extraordinaires, leur impose un certain nombre de rites, et ce brave Jean Bodin dit, donc ça existe, la sorcellerie existe. Alors à partir de là, il faut la traquer. Comment ? Et de façon rationnelle, comme fait de l'encre. De l'encre, c'est un magistrat, tout ce qu'il y a de rationnel. Il fait sa checklist, il l'interroge, et à la fin, il conclut, bon pour le bûcher. Alors on va revenir bien sûr sur la personnalité de Delancre et sur la manière dont il a mené cette affaire précise. On en profitera pour évoquer d'autres affaires de sorcellerie. Et puis, puisque vous nous dites c'est un phénomène réel et que j'en ai eu moi-même, je vous le disais, une perception pourtant très contemporaine, nous essaierons de voir ce qui se cache réellement derrière ce qu'on appelle la sorcellerie. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. La sorcellerie qui est au cœur de l'histoire cet après-midi. Avec vous, Franck Ferrand, votre invité, Michel Carmona, historien, auteur notamment de l'ouvrage Sœur Jeanne des Anges, diabolique ou sainte au temps de Richelieu aux éditions André Versailles. Et nous avons, Franck, également beaucoup de réactions de nos auditeurs. Oui, c'est un sujet qui passionne nos auditeurs. Je m'en doutais un peu pour tout vous dire. Frédéric, qui nous écrit de Suisse, nous dit qu'une expo a été montée au château de Chillon en Suisse en 2011, que sur place en Suisse, 5000 personnes avaient été jugées pour sorcellerie jusqu'en 1782. Il faudra, nous dit-il, attendre la République helvétique de 1798 pour mettre fin au recours à la question, donc à la torture. Et la dernière sorcière de Suisse, la servante Anna Göldi, a été décapitée en 1782. Une procédure de réhabilitation a été menée. Elle n'a été réhabilitée qu'en août 2008. Il était temps, nous dit Frédéric. On reviendra justement sur cette question aussi de réhabilitation dans un instant. Alors beaucoup de questions. Charlotte notamment, et puisqu'on entendait la bande originale du film Harry Potter, nous demande d'où vient-il qu'aujourd'hui ces notions de sorcier, de sorcellerie, etc. se sont positivement connotées, alors que pendant très longtemps c'était évidemment le mal absolu. Aujourd'hui c'est presque le bien. Michel Carmona. C'est-à-dire que là, nous avons, avec Harry Potter, des traditions qui sont des traditions d'origine celtique. Oui, voilà, anglo-saxonne. Qui nous reviennent anglo-saxonnes par les États-Unis. Et en fait, dans ces traditions celtiques, il y a quelque chose qui est très important, qui nous ramène complètement au sujet, c'est qu'il y a un combat permanent entre le bien et le mal. Alors, dans le catholicisme, dans le christianisme, il y a Dieu avec ses anges, et puis il y a l'ange rebelle, Satan, qui n'est pas l'égal de Dieu. Mais Dieu lui permet de tenter les hommes, les femmes, etc. Et puis le bien triomphe toujours à la fin. Dans la tradition celtique, on est très proche de religions extrêmement anciennes, qui étaient les religions de la Perse ancienne, la Perse non ancienne de l'Iran, des traditions que l'on trouve également dans le monde chinois. Alors quelquefois on dit c'est le manichéisme. Alors le manichéisme c'est quoi ? C'est séparer le bien et le mal en les mettant sur un pied d'égalité. Et il y a donc deux dieux dans le manichéisme qui s'affrontent jusqu'à la fin des temps, qui sont le dieu du bien et le dieu du mal. Et alors de la même manière, dans l'imagerie, on va dire, celtique, il y a, alors on ne parle pas d'anges, mais il va y avoir des fées. C'est plutôt le nom des fées. Alors, nous aimons bien les fées. Alors, il est vrai qu'il y a les méchantes fées, mais il y a les bonnes fées. Il y a la fée bienfaisante, qui est un peu comme votre ange gardien, qui est là, qui est votre conscience, vous transforme en quelque chose de bien quand il le faut, vous enseigne les bons rites. Et c'est ça que l'on retrouve dans Harry Potter. Oui. Il y a les méchantes, les maléfiques, etc., mais il y a aussi les bonnes fées, la bonne sorcellerie, la magie blanche face à la magie noire, et qui permet finalement à Harry Potter de toujours gagner au bout du compte.
Alors revenons à notre affaire de Labour, du pays de Labour, là, de cette histoire basque. D'ailleurs, c'est bien de préciser qu'une grande partie des accusés parlaient le basque. Hein. Ça n'a pas facilité la procédure. Et ça a dû d'ailleurs emmener un certain nombre de personnes au bûcher un peu plus vite que prévu, probablement. Alors, notre magistrat, ce monsieur de l'Ancre, hein, ce Pierre de l'Ancre, vous nous dites qu'il était un homme rationnel. Par ailleurs, on nous le décrit comme un homme bon vivant, sympathique, etc. Il m'a l'air quand même singulièrement obsédé par la question de la sorcellerie. Il est convaincu que non seulement le diable est présent, mais qu'il est devenu son ennemi personnel. Alors, il est convaincu que le diable est son ennemi personnel. C'est ce qu'il écrit, en tout cas. Ouais. Oui, il écrit. Oui, bien sûr. On a effectivement 2 livres de lui, le plus connu étant ce tableau de l'inconstance des anges et démons, où il décrit son expérience. Mais c'est qu'il a une mission. Et cette mission, elle lui vient du roi. Et il fait partie de quelque chose qui est très important dans la France de cette époque, qui est le développement et la constitution de l'État. Dieu sait qu'on en parle de l'État. Hein. Moi, je considère que nous autres Français, nous avons l'État dans notre sang, dans notre ADN, depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et cet État, donc, il se constitue. Et il y a quelque chose qui est très important dans les affaires de sorcellerie, c'est qu'on ne voit jamais, auprès de l'Ancre, des prêtres. D'abord, il les soupçonne tous. Hein, mais tout ce qu'il leur demande, c'est le cas échéant, éventuellement, de faire un petit exorcisme dont on va faire un protocole qu'on va archiver dans les documents. Mais en réalité, c'est la justice du roi qui instrumente. Et pour lui, c'est quelque chose de très important parce que la sorcellerie... Qui instrumente en commission. Oui. Comme l'hérésie, la sorcellerie, comme l'hérésie, c'est une atteinte au pouvoir royal. C'est une atteinte à l'égard des hommes et à l'égard de Dieu, les deux à la fois. Mais qui représente les hommes sur la terre de France? Le roi. Et qui représente Dieu sur la terre de France? Le roi. Et son livre, c'est un manifeste politique. Parce que dans son livre, il y a en particulier une dénonciation, alors qui nous ferait rire, hélas, hein, mais une dénonciation de ce qui se passe en Espagne. En Espagne, ce sont ces affreux laxistes de l'Inquisition qui instruisent les procès en sorcellerie. Et qu'est-ce qu'ils font, ces laxistes? D'abord, ils sont toujours au minimum par 3. Il n'y a jamais de juge unique. Et puis, ces laxistes d'inquisiteurs en Espagne, à la même époque, ils ont maintenant pour habitude de considérer que tout ça, c'est des fantasmes de vieilles bonnes femmes, qu'il faut les envoyer au couvent, et puis ne plus instruire de procès. Et une décision du roi d'Espagne a dit, on n'instruit plus de procès en sorcellerie. Alors ça montre effectivement la faiblesse de ce régime dominé par les curés, les dominicains, et pour montrer etc. La force du régime français, au contraire. Hein, voilà. Alors, dans le nombre d'exécutions, puisqu'il y a, vous avez rappelé, il y a 600 condamnations et les recherches qui ont été faites amènent à dire qu'il y a eu 80 ou 84 exécutions. Les filles et les femmes qui dénonçaient les voisins ou les voisines avaient un réflexe, c'était sans doute pour gonfler les chiffres et puis quelquefois peut-être pour couvrir des personnes qu'elles aimaient bien, de dénoncer des personnes qui étaient mortes. De dire, la vieille une telle, elle est venue au sabbat il y a 2 ans. La vieille une telle, elle est venue au sabbat il y a 3 ans, etc. Alors naturellement, on faisait le procès à la vieille. Et si on concluait à la condamnation, qu'est-ce qu'on faisait? On allait déterrer le cadavre, parce qu'il n'y avait aucune raison qu'elle reste dans le cimetière chrétien, et on la brûlait, morte, on la brûlait. Alors ça avait une conséquence. Vous parliez des réhabilitations tout à l'heure. Ça avait une conséquence, c'est que la famille ne pouvait plus hériter. Parce que quelqu'un qui est condamné pour sorcellerie ne peut plus rien transmettre. Et c'est l'État qui ramasse, qui exproprie. Oui, c'est une petite incidente fiscale qui n'est pas négligeable. On retrouve la même chose dans les procès contre les luthériens, contre les vaudois, etc. D'ailleurs, hein, même logique. Tout à fait, la même logique. Alors, si les familles disent, après le départ de l'Ancre, moi je demande que le procès soit refait, qu'on réhabilite, qu'on tout ça. Ça n'a pas été le cas dans le cas du Labour, parce qu'on avait affaire vraiment à des pauvres paysans, des gens qui avaient été tétanisés par ce qui s'était passé, et ils n'avaient pas l'intention de refaire signe et de se faire remarquer de nouveau. Mais c'est arrivé dans d'autres endroits, et justement, il y avait un procès en réhabilitation, et ça permettait pour eux de récupérer les biens qu'on leur avait confisqués. Alors cette affaire du pays de Labour ne doit pas cacher toutes les autres. C'est qu'il y en a eu beaucoup de ces procès en sorcellerie. On a des cas qui sont restés célèbres, même à la même époque d'ailleurs, en cette fin du règne d'Henri IV. Hein. Alors il y a un cas, j'allais presque dire ça a été un best-seller, comme le livre de l'Ancre, ça a passionné les médias de l'époque, qui était l'affaire de Gaufridi. Alors Gaufridi, c'est un curé de Marseille, quand même une grande ville,
Les Accoules. Les Accoules, c'est en plein centre de Marseille, c'est un des plus vieux quartiers de la ville. Il est curé des Accoules, ce qui n'est pas rien. Et puis, voilà que des moines le soupçonnent. On considère que c'est un homme à femme. Hein. Ça commence comme ça. Dans beaucoup de cas, ça commence comme ça. Mais le soupçonne en plus de pratiques de sorcellerie. Alors Gaufridi nie, il est absous, puis ensuite on recommence à le poursuivre, on l'emprisonne, et puis un beau jour il décide de tout avouer. Et alors Gaufridi explique qu'effectivement il a fait un pacte avec le diable. D'ailleurs, quand on lui demande est-ce qu'il peut ramener le pacte, oui, je demande à Satan. Et Satan, 2 jours ou 3 jours après, ramène le pacte signé par Gaufridi. Gaufridi, oui, il a les barques près des parties honteuses. Hein. Mais c'est logique de la part d'un obsédé sexuel. Alors lui, qu'est-ce qu'il voulait obtenir Qu'est-ce qu'il voulait obtenir du diable? C'est très simple. Il voulait pouvoir soumettre toute femme qui lui plaisait à ses volontés. Alors le diable a dit, on va passer un pacte. Hein, tu fais don de ta personne, de tout ce que tu possèdes. Alors Gaufridi a signé le pacte en disant exception pour les sacrements, parce que les sacrements, ils ne m'appartiennent pas, je ne peux pas les céder, les céder à qui que ce soit, et particulièrement à Satan. Mais tout le reste, je veux bien pour pouvoir justement posséder toutes les femmes que je voudrais. Alors qu'a fait le diable? Le diable a dit voilà, tu leur souffleras dans les narines et ton souffle va les rendre follement amoureuses de toi. Alors Gaufridi, au moment de sa confession, dit « J'ai soufflé comme ça plus de 1000 femmes. Je ne les ai pas toutes possédées. Mais je voulais aussi voir des femmes qui, a priori, étaient distantes, revêches, un peu rebelles, les voir se devenir follement amoureuses de moi, au point que j'aurais pu en faire ce que je voulais. » Voilà, alors ça, cette affaire, ça a beaucoup plu. Et il y a eu énormément de documents là-dessus. Et Gaufridi, il a décrit tout ce qu'on retrouvait dans les rituels. Le pacte avec le diable, la marque du diable, le sabbat. Dieu sait qu'il y allait au sabbat. Hein, c'était une bonne occasion pour assouvir ses instincts. Et donc, essentiellement des sociétés féminines, mais quelques comparses qui venaient. Et il était très fier des pouvoirs que lui avait donnés le diable. Et il ajoutait que le diable lui avait délivré un diplôme de prince des magiciens depuis Constantinople jusqu'à la France. Imaginez. Alors, on pourrait, oui, c'était vaste comme étendue, comme compétence. On pourrait bien sûr évoquer bien d'autres affaires. Vous nous dites que sous Louis XIV, on ne veut même plus en parler, même si ça continue, bien entendu. On aura encore l'affaire des convulsionnaires de Saint-Médard au XVIIIe. Oui, on en parlera d'ailleurs dans une autre émission de ça. Ça continue, mais on a l'impression que la sorcellerie, peu à peu, s'est réfugiée dans les campagnes, où elle subsiste encore un petit peu, quelque part. Toujours, d'ailleurs, on pratique encore des exorcismes. Alors, ce n'est plus la justice du roi ou la justice républicaine aujourd'hui, mais l'Église a repris la main, si l'on peut dire. Et en tout cas, dans chaque diocèse, il y a un exorciste, un prêtre spécialisé pour suivre le rituel, c'est ainsi qu'il s'appelle, le rituel de l'Église, qui permet de s'assurer de la présence du diable et de l'obliger à sortir du corps de la personne qui est possédée. Et je n'ai pas de statistiques, je ne suis pas sûr que l'Église en publie, mais je sais que dans certains diocèses, les exorcistes ont beaucoup à faire. Alors, ils ne pratiquent pas toujours l'exorcisme. Ils commencent par faire une sorte de diagnostic, de regarder si vraiment il faut aller jusqu'à l'exorcisme. Mais il y a des cas dans lesquels, ils ne se prononcent pas sur la présence effective du diable, mais ils considèrent que c'est tellement grave qu'il faut aller jusqu'au rituel. Il y a une demande de la part de la famille, quelquefois de la part de la personne elle-même, que l'Église qu'elle vienne me délivrer de cette possession diabolique qui est en moi. Et quand je pense que la plupart de nos auditeurs devaient s'imaginer qu'on allait parler essentiellement du XIIIe et du XIVe siècle. Merci beaucoup Michel Carmona. Je rappelle évidemment votre célèbre ouvrage Les Diables de Loudun, sorcellerie et politique sous Richelieu, c'était publié par Fayard. Et puis Sœur Jeanne des Anges, diabolique ou sainte au temps de Richelieu, chez André Versailles éditeur, ça c'était très récemment, il y a 2 ans. Sœur Jeanne des Anges, un cas d'ailleurs qui mériterait là aussi qu'on s'y penche. Merci beaucoup Michel Carmona. Merci à vous. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Marie. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle voudrait connaître l'origine de la rose comme emblème du Parti socialiste. Alors c'est un emblème, c'est un logo qui a évolué d'ailleurs au cours du temps, hein, vous l'avez vu. Il est apparu en 1969, cet emblème. C'est cette année-là que la SFIO, qui était l'ancêtre du Parti socialiste, va disparaître pour laisser place donc au nouveau parti. Il faut réinventer une identité, bien entendu. Donc on enlève le logo rouge à 3 flèches de la SFIO de Jaurès pour le remplacer par ça. C'est Marc Bonnet, qui est un militant du CRS, l'aile gauche du PS, dirigé par Jean-Pierre Chevènement, qui souhaite trouver un emblème pour son groupe au départ et non pas pour le parti. Il imagine une rose qui est tenue dans une main, qu'il fait réaliser par Yann Berrier, le graphiste. C'est l'alliance de la douceur de la rose, avec la couleur rouge pour rappeler l'histoire de la gauche, bien entendu, et puis du poing qui est un symbole de détermination. Ça fait mouche, ça marche très fort. Et dès 1971, pour les élections municipales, eh bien, on va utiliser le logo. Il deviendra l'emblème de tout le Parti socialiste et non plus seulement du CRS à partir de septembre 71. Et à partir de là, on va le retrouver bien entendu au congrès d'Épinay de juin 71. François Mitterrand, qui vient d'être nommé premier secrétaire, déclare « Regardez ces cortèges dans la rue, ces gens qui se rassemblent, ces poings qui se lèvent, ces mains qui s'unissent et bientôt la dernière image dans le poing, une rose. Le poing pour le combat, la rose pour le bonheur. » Ce qui est assez amusant, c'est que à l'université d'été de La Rochelle, moi j'ai vu le même logo avec le point, mais il y avait toutes sortes de roses. Je ne sais pas s'il y en avait une par courant du Parti socialiste, mais il va bientôt falloir de grands bouquets, des gerbes énormes.